Bon, bah, bonsoir à tous. Donc c'est Mike Adams, c'est une conférence donc, sur la dimension miroir du phénomène OVNI, et on va dire sa dimension mimétique. Alors c'est pour ça que j'ai mis en avant le livre de Carl Jung, Un mythe moderne, parce que c'est un... Bon, c'est pas le premier ufologue, mais c'est d'une personne donc, qui est philosophe, hein, et qui a le premier parlé en quelque sorte de cet inconscient collectif, ce mythe jungien. Alors les formes mimétiques en fait semblent imiter, donc avec plus ou moins de vraisemblance, des objets naturels ou artificiels, entrent dans ces catégories donc des voiliers aériens allégués dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, des satellites de Vénus au XVIIIe siècle, les ballons dirigeables du XIXe et XXe siècle, les aéroplanes fantômes fréquents dans les années 30, les bombes fantômes scandinaves de 1946. Alors, il y a tout un tas de figures, c'est les faux wagons, les fausses lunes, les fausses planètes, faux satellites, faux avions, faux ballons, faux oiseaux même, hein, et faux bateaux courant de nos jours dans le phénomène OVNI. Donc les idéoformes en fait comprennent des armées célestes, des croix lumineuses hein, alléguées au Moyen-Âge. Donc il y a les bateaux aériens de 1897, certaines formes modernes aussi, telles l'objet de Socorro, qui semblaient donc préfigurer les LLM lunaires, ainsi que des cas comme ceux de Fény, de Mons ou Sartrouville. Alors, il y a les combinaisons archétypes idéoformes qui sont décelables en fait essentiellement au niveau des détails de structure. Donc la plus courante, c'est celle de la soucoupe au sol, comme par exemple le cas de Tripoli, mais il y a aussi l'œuf allongé, mais il y a aussi des idéoformes avec des détails, puisqu'il s'agit aussi d'habitacles transparents, des portes, des échelles, des tableaux de bord, des fils, des masques à gaz, des écouteurs, ce qui était très flagrant dans les années 50 surtout. L'objet principal est donc souvent en forme de cigare et parfois donc, les faisceaux lumineux sont en rapport direct avec les idées et occupations des témoins. On pense par exemple à l'observation de salles de ville Fagnan. Le comportement des occupants donc, reprend également cette analyse puisque devant un cultivateur, il prélève des végétaux, on pense à un vallon de sol, devant un prospecteur, il ramasse des minéraux, devant un mécanicien, il répare leur engin, c'est le cas d'Abiad Guadzone. Donc il y a une frontière donc, entre ces catégories, c'est ce qu'on appelle l'idéoforme en fait. Alors on peut constater qu'en fait les formes mimétiques et les idéoformes évoluent suivant les époques et semblent s'adapter aux témoins. Donc des croix lumineuses, des voiliers au Moyen-Âge, on croyait alors que le ciel en fait était constitué d'un liquide sur lequel flottaient les astres. Il semblait naturel donc que les bateaux puissent s'y déplacer. En fait. Et bon, il y avait donc au Moyen-Âge des bateaux, donc, des bateaux aériens, hein, à l'époque des premiers balbutiements de l'aviation aussi, les vaisseaux spatiaux, début de l'astronautique. Et en fait, ces formes sont toujours vraisemblables pour l'époque, où le témoin est considéré, mais complètement anachronique en fait, dès qu'on prend un peu de recul. Et c'est pour ça que je parle du mythe jungien. Alors très rapidement, je vais faire justement, on va commencer par le mythe, entre guillemets, des dirigeables du 1997. J'avais déjà fait une conférence dessus il y a 2 ans, mais je vais juste faire un petit préambule, on va dire. Alors, là, ici, c'est le cas de John M. Barclay. Donc le 21 avril 1897, c'est cette fameuse vague de dirigeables de avril-mai 1897 qui commence à San Francisco en 1896, l'été 1896, sur la baie, la Bay Area, et puis elle continue dans le Midwest, donc avril-mai 1897, et souvent c'est par vague, hein, comme il y a la vague de l'été 1946 avec les fusées fantômes de Suède, la vague octobre 54, bien sûr en France. Et là, il s'agit de cette vague donc, qui est peu connue, hein, donc de avril-mai 1897. Le seul qui en ait parlé, c'est, on va dire, Jean Sidor et bien sûr Jacques Vallée. On s'entend, et période passe-partout Magonia. Donc Jean Sidor qui avait écrit donc l'archive de 1897 en 1987. Donc là, son âme il est décédé. Et donc voilà. Donc ce cas, en fait, souvent, dans ces cas-là,
Là, c'est le cas donc, de Jordan Barclay qui se trouve à Rockland. Et là, en fait, c'est souvent des histoires de mécanique, en fait. Souvent, ils sont en miroir du témoin, puisque là, il ne s'agit pas de Tigris, ils agissent en miroir des farmers locaux du moment. Donc là, on est dans le mythe du moment. Et donc là, ils demandent souvent de l'huile lubrifiante, ils demandent certaines choses en échange d'eau pure. Et j'y reviendrai parce qu'en fait, ça rappelle les légendes justement irlandaises ou certaines légendes celtiques. Et c'est là où on fait le rapport avec Passeporto Magonia, donc Passeport pour la Magonie de Jacques Vallée, qui s'est appelé aussi Chroniques des apparitions extraterrestres. Mais lui n'avait pas du tout le titre, et en fait parce qu'il voulait l'appeler Passeport Magonia. Passeport pour la Magonie c'est l'évêque Agobar avec les sylphes, les trois sylphes et cette femme en fait qui sont pris dans une sorte de bateau aérien, il va être lâché par la foule, et puis l'évêque Agobar dit mais non, ils viennent de Magonie. Voilà. Donc il y a ce cas-là. Il y a ensuite c'est le cas de Frank Nichols. Alors Frank Nichols, eux, ils lui demandent en fait de l'eau pure, de l'eau. Alors souvent, ils demandent de l'eau du puits. Pour le cas de Leroy, Kansas, là, c'est les premières mutilations de bétail en fait, en 1897. Mutilation de bétail. Et, ce sont les aérostiers, on va dire, des airships, c'est-à-dire des dirigeables. Voilà, cette vague de dirigeables fantômes, elle est très particulière parce que c'est quand même 2000-3000 cas qui ont été vus avec des faisceaux lumineux qui étaient impossibles pour l'époque. Donc on est même pas, on est en 1900, ça commence véritablement, les zeppelins et tout cela. Voilà. Et les aérostiers, les aéronautes. Oui. Alors ce qui est très particulier, ce qui est très drôle, hein, c'est le merveilleux technologie de l'époque, qui paraît totalement anachronique maintenant, puisqu'il y a des ailes battantes, ou ailes volantes, qui semblent mimer en fait les oiseaux. Par exemple, dans le cas de mimétisme, c'est le cas de James Hutton, ici, donc c'est le 4 mai 1897. Et là, le témoin, c'est un conducteur de train qui connaît très bien le système du frein Westinghouse. Donc c'est un bruit particulier. Et eh bien, il entend dans la campagne un frein de Westinghouse. Et là, un occupant, il y a ce fameux dirigeable qui arrive. Et il demande ah, mais je crois bien que c'est le frein Westinghouse. Peut-être bien, monsieur, mais nous savons d'air comprimé, vous en saurez davantage plus tard, d'aéroplane. Enfin, il y a toujours ce côté un peu. Ils lui disent certaines choses, mais bon, pas tout à fait. D'ailleurs, souvent, ils disent que ça va remplacer votre chemin de fer. Ça va remplacer votre chemin de fer, les aéroplanes et tout cela. Voilà. Il y a aussi un autre cas où c'est un homme à longue barbe noire. Là, c'est le cas aussi de Hot Springs, dans l'Arkansas, toujours en 1897, où là, pareil, le jeune homme, donc l'occupant, remplit un grand sac d'eau, en fait. Oui. Et dans le cas de Valençol, vous avez dit que c'était mimétisme par rapport à la rue, mais ils venaient d'inaugurer le lac qui avait un petit peu plus loin, et on pense qu'ils étaient venus chercher l'eau, en fait. Alors, ce qui est très drôle, justement, pour Valençol, ce qui est très drôle, sans transition pour Valençol, c'est que, justement, ça devait être mis au plateau d'Albion. Alors, des missiles sol-air devaient être mis au plateau d'Albion, et à Valençol, et ils ont été mis au plateau d'Albion. Et sous la direction du général de Gaulle, donc en 64 ou 65, puisque c'est en 1965, l'apparition de Valençol. Mais c'est très étrange parce qu'en fait, il semble, le cas de Valençol semble mimer justement un trou. Voilà, il y a un trou dans le sol. Et ça rappelle justement que le phénomène peut-être s'intéresse au phénomène nucléaire. Et là, il vient en avance peut-être. Voilà, sur le plateau de Valençol, qui devait être le lieu des missiles. Voilà. Alors. Donc en fait, si je comprends bien, donc
Ces gens qui sont des vaisseaux fantômes descendent et abordent les témoins. C'est les premières KRR3. Ils leur demandent de l'eau en l'occurrence ou autre chose. De l'eau, de la mécanique. Ils s'adaptent en fait aux farmers du moment, donc ils ont souvent ce genre d'accoutrement. Voilà, ils s'habillent un peu comme cela. C'est ce qu'ont rapporté les témoins. C'est ce qu'ont rapporté les témoins. Ouais. C'était aux États-Unis, dans quelles zones? Midwest, le Midwest, donc Iowa, Arkansas, Houston, et ça commence à San Francisco en 1896. Et là aussi, par exemple, un des cas ici, voilà, où ces fameuses ailes battantes, c'est assez anachronique, hein. Et puis bon, il donne de l'argent, enfin, voilà, on se demande comment il a eu l'argent, quoi. En échange d'huile de sulfate ou ce genre de choses. Voilà. Le gars qui donne de l'argent, c'est quelqu'un qui vient du vaisseau fantôme. C'est ça. C'est ça, exactement. Il échange de l'argent, il demande, en fait, aux témoins, en fait, d'aller chercher pour lui, quoi. Et donc, voilà. Alors, ils ont forme humaine. Et oui, c'est ça qui est assez intéressant dans cette vague, c'est que justement qu'ils ont forme humaine, il n'y a pas de petits gris encore du tout. Il n'y a pas de petits gris. On n'est pas encore dans l'ère des petits gris, on n'est même pas dans l'ère des lutins, on est dans l'ère... Les témoins, en fait, pour eux, quand ils les voient, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui rentre totalement dans leur imaginaire, c'est l'archétype, c'est leur... S'ils les voient, est-ce qu'ils en déduisent quand même qu'il y a quelque chose d'étonnant? Est-ce que pour eux, ils parlent d'extraterrestres? Ou ils parlent de quoi? Non, justement. Ils se présentent jamais comme des extraterrestres. Ils se présentent comme des géniaux inventeurs. Voilà, mais ceux qui les ont vus, ils en parlent comme étant quoi, donc, en fait? Eh bien, comme étant des géniaux inventeurs. Ceux qui les ont vus, ils ne pensent pas du tout d'extraterrestres. Le mythe extraterrestre en 1897, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Jules Verne, en 1886, écrit Robert le Conquérant, qui parle d'un génial inventeur qui, justement, traverse, il rencontre du monde, etc. Et 10 ans après, il y a cette vague. Le phénomène semble s'adapter, semble-t-il, peut-être à des mythes, à des archétypes du moment, le Zeitgeist, l'esprit du moment, et puise dans l'imaginaire collectif, l'inconscient collectif, et s'inspire de Jules Verne. Sauf si Jules Verne, à l'inverse, a eu cette vision 10 ans avant de la vague de 1897. Mais, en fait, Robert le Conquérant est l'archétype exact de ce qu'ont vu les témoins. Voilà. Donc, je passe sur cette vague 1897, puisque j'ai déjà fait une conférence dessus. Donc, on va passer maintenant justement à plus ancien, on va dire. Voilà. Alors, là, on va remonter dans le temps, puisqu'en fait, finalement, ces géniaux inventeurs demandent de l'eau. Et d'où ça vient tout cela? En fait, ça vient des légendes irlandaises, la gentilhommerie de Ben Bulben, entre 1750 et 1850, où c'est un sociologue américain qui s'appelle Evelyn Evans Vance, justement, qui cite dans son ouvrage The Fairy Face in Celtic Countries, qui a inspiré beaucoup justement Jacques Vallée. Et donc les habitants, donc ça se trouve à Ben Bulben, dans le comté de Sligo, et ils voient donc ces gentilshommes en fait qui sont habillés en bleu avec une coiffure ornée, et qui, par exemple, disent à un des témoins, moins vous viendrez monsieur, mieux ça vaudra, car il y a une dame ici qui veut vous enlever. Donc ça prévient déjà des sortes d'enlèvement. Et puis ils disent qu'ils n'aiment pas être dérangés par le bruit, donc ils ne veulent pas être dérangés. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens, donc cette gentilhommerie, c'est assez peu connu, hein, c'est une classe, on va dire une classe militaire, une classe de fées, en quelque sorte de fétaux. Et les gentilshommes donc habitent au cœur des montagnes, dans des beaux châteaux, et on en trouve dans de nombreuses branches en fait dans les montagnes en Irlande et notamment près de Dublin. Et comme les militaires en fait, ils ont des garnisons, c'est ce qu'ils disent dans les légendes, hein.
Et donc un des témoins dit « Je commande un régiment, monsieur ». Et ils voyagent beaucoup, ils peuvent apparaître à Paris, Marseille, Naples, Gênes, à Turin ou Dublin, comme des gens ordinaires en fait, même dans les foules. Ils aiment particulièrement l'Espagne, le sud de la France, et parfois ils se battent entre eux. Et ils enlèvent des gens jeunes dans la légende, justement, et intelligents, qui les intéressent. Ils enlèvent tout, le corps, l'âme, et le transmettent le corps dans un corps pareil au leur. Donc ça rappelle les changelings, ça rappelle finalement les enlèvements à venir. Mais là, on est dans les années 1850. Et là, on leur demande à un moment donné s'ils mouraient jeunes, s'ils mouraient, non, nous restons toujours jeunes, monsieur. S'ils vous enlèvent, donc ça c'est le mythe des fées justement, s'ils vous enlèvent dans leur palais, vous ne pouvez pas revenir, ils ne prennent rien qui soit salé, mais mangent de la viande fraîche et boivent de l'eau pure. Voilà. C'est là qu'on revient avec ces fameux seaux d'eau pure. Donc la géotimonie est assez peu... Le premier qui en est parlé, c'est Jacques Vallée, après un petit peu Eric Zurker. Mais finalement, c'est quelque chose, sur Internet, vous ne trouvez rien sur le mythe de la géotimonie, sauf dans les légendes irlandaises, on va dire. Et donc, les mystérieux habitants de la montagne Babelben vivent peut-être depuis plusieurs milliers d'années là, à cet endroit, donc dans le comté de Sligo. Je vais vous montrer un peu l'endroit où, voilà, ça, c'est Ben Bulben. Voilà, et ici. Alors, maintenant, je vais vous montrer autre chose. Alors, certains d'entre vous peuvent peut-être connaître cela. En septembre 1768, c'est un jeune homme de 16 ans qui se rend à l'université de Leipzig. Et la plus grande partie du voyage s'est déroulée sous la pluie. Et le coche avait du mal à monter les côtes. Une fois que les voyageurs avaient quitté leur siège pour marcher derrière les chevaux, le jeune homme remarqua un objet étrange illuminé au niveau du sol. Soudain, dans un endroit, donc un ravin, à droite de la route, j'ai fait une illustration, il voit une sorte d'amphithéâtre merveilleusement illuminé. Dans un espace en forme de tuyau, brillait un nombre incalculable de petites lumières posées comme des marches les unes sur les autres. Et elles brillaient si fort que l'œil en était ébloui. Mais ce qui trouble le plus dans cette vision, c'est qu'en fait, ces lumières n'étaient pas fixes. Elles sautaient de ci, de là, elles allaient en haut, en bas, vice-versa, dans toutes les directions. Et le plus grand nombre, en fait, d'entre elles, pourtant restaient stables et rayonnaient. Et bon, c'est avec la plus grande répugnance qu'on sent lorsqu'on l'appela d'examiner plus près. Et donc, il doit partir. Il dit que donc il n'a jamais eu connaissance d'un tel phénomène, mais qu'il y avait dans le voisinage une carrière de pierre dont l'excavation était remplie d'eau. Reste à savoir maintenant si c'était, justement, là on est dans ce côté du mythe, des faits, savoir si c'était un pandémonium de Farfadet ou une assemblée de créatures lumineuses. Il ne saurait décider. Et en 1768, eh bien, de qui s'agit-il ? Il s'agit de Goethe. C'est le jeune Goethe qui décrit en fait ce phénomène-là. Alors, maintenant, on va passer à une autre vague. Donc là, j'avais fait justement aussi une petite illustration pour... c'est bon, c'est dit du phénomène miroir. Hein, voilà. On a fait une petite illustration. La dimension miroir du phénomène. Alors, maintenant on va parler de cette vague des années 30, voilà, la vague scandinave. Alors, je vais retrouver ça. Voilà. Alors, là on est dans les années 30, donc là, je vais parler de la vague des avions fantômes de Scandinavie. Alors, donc on est en 32, 33, 34, ça c'est sur quelques années. Et donc ces avions fantômes, en fait, ne possèdent aucun signe de nationalité, couleur ou symbole du pays, ne portent pas de lettres ni de chiffres qui indiquent le modèle ou le matricule. Ils pourraient accomplir on va dire des performances incompatibles avec celles de la technologie aéronautique de l'époque concernée. Donc des vols circulaires, des moteurs arrêtés, des rasbots. En fait, c'est la suite logique des
des dirigeables de 1897, sauf que là, ils s'adaptent au moment, puisque là, il s'agit d'avions. Donc, ils volent souvent dans des conditions météorologiques particulièrement dangereuses, durant lesquelles les appareils civils et militaires ne sortent pas de leur hangar. Ce qui est le cas aussi des dirigeables de 1897, puisque eux, ils traversent à travers vent, ce qui est quasiment impossible à l'époque. Eux font un peu la même chose. Donc cette vague, en fait, est basée en Norvège. Et il y a plusieurs cas, vu d'occupants, en fait, les pilotes sont décrits comme d'apparents êtres humains, parfois vêtus d'un anorak ou d'une sorte de capuchon de moine. Et il y a même un témoignage faisant état de lunettes d'aviateur, comme celles des premiers pilotes, en dépit donc du fait que celui qui les portait se trouve dans un cockpit clos. Donc là, c'est comme si le phénomène s'amusait à reproduire, par exemple, finalement, les pilotes de 14-18. Donc là, le 23 décembre 1933, à Kalix, en Suède, donc un aéroplane est apparu vers 6 heures du soir, et il vient de la direction de la mer, puis s'éloigne vers l'ouest, et des faisceaux de lumière donc, sont émis par l'appareil, comme si l'équipage cherchait quelque chose dans la région où éclaire le sol, ce qui est exactement le cas des dirigeables de 1897, puisqu'ils éclairent le sol, et avec des grands faisceaux de lumière. Ce qu'on retrouve maintenant à plus petite échelle dans des villages, par exemple, surtout dans les années 70, encore dans les années 70, puisque maintenant le phénomène est à l'image de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire une dématérialisation de tout. Le phénomène se montre moins, et à l'époque, dans les années 70 encore, on trouvait des villages qui étaient éclairés par des ovnis, parfois un village entier pouvait être éclairé, ce qui ne se passe plus maintenant. Alors ces faisceaux lumineux sont à rapprocher de ceux émis par des projecteurs, en fait, mais les modestes avions de l'époque n'en avaient pas. D'une part, il était inutile, puisque les vols aériens s'effectuent rarement de nuit, parce que les risques d'accident étaient grands, en fait. D'autre part, il aurait fallu un embarquement de plusieurs volumineuses batteries, exactement comme ceux de 1897, ou d'un gros générateur, en fait, alimenté par un moteur à essence. Donc ces appareils, dont la plupart étaient en fait des biplans disgracieux, ne possédaient pas que des feux d'atterrissage similaires aux phares d'automobile. Ils n'avaient pas la puissance, en fait, des faisceaux dispensés par les avions fantômes. Ils étaient lourds, lents, très vulnérables dans les intempéries. Là, je parle des vrais avions. Et avaient donc un rayon d'action rudimentaire. Toutefois, les avions fantômes ont émis des messages radio, dont certains ont été interceptés, en fait. Et il faut savoir qu'ils étaient plus gros que les appareils connus à l'époque. Voilà, il y a des aviateurs fantômes qui sera pris en chasse aussi par certaines patrouilles, en quelque sorte. Et puis il y a beaucoup de cas en fait qui s'étendent sur plusieurs années, et surtout dans les années 33-34. Puisqu'il y a des centaines de rumeurs en fait qui circulent, par exemple à Västerbotten, au sujet de mystérieux aéroplanes, des lumières fantômes, des faisceaux lumineux qui se manifestent donc sur les villages, les lacs et les régions forestières. Voilà. Et donc les aéroplanes étaient munis donc de projecteurs en fait. Voilà. Et le premier amateur fantôme, entre guillemets, était un japonais en mission de reconnaissance au-dessus des régions de l'Arctique. Donc il y a un certain nombre de cas, pareil, ce sont des vagues éclairs, c'est-à-dire qu'en fait, ça sur 2 ans. Donc là, elles durent un peu plus longtemps, c'est pas 2 mois. On les appelle aussi les Ghost Flyers. Et donc, ils ont été situés donc, surtout dans la région de la Norvège et en Suède. Donc, souvent, c'est visible sur tout un secteur, sur donc, les avions fantômes. Le 10 janvier 1934, à Trondheim en Norvège, il y a deux atterrissages de Ghost Flyers qui se produisent dans la soirée. Un appareil s'est posé près de l'île de Bjellingen, non loin de Rørvik, et un autre à Valof, dans le secteur de Damtal. Donc la machine s'est posée sur l'eau, il est resté tranquillement pendant 1h30, ces lumières se sont éteintes, puis après le Ghost Flyer
est reparti, et souvent dans ces cas-là, les aviateurs fantômes narguent un peu les détracteurs, puisque la hardiesse devient grande au moment des balais aériens, on va dire. Comment? Sur l'eau comme ça. Semble-t-il, oui. Oui, semble-t-il. Dans un autre cas, donc dans la cabine de pilotage, il y avait une personne, donc probablement l'aviateur en tout cas, donc toujours vêtu d'une sorte d'anorak, portait des grosses lunettes, exactement comme ceux de 1897, certains avec des lunettes particulières de pilote, avec donc un capuchon. Voilà. Alors il y a un cas aussi, c'est le 1er avril 1934, alors c'est pas un poisson, c'est à Oslo en Norvège, 5 personnes ont déclaré avoir observé un très gros aéroplane au-dessus de Sandnes-Joen. Donc un des témoins voit l'appareil qui a 8 hélices. Alors 8 hélices quand même remarquées sur l'appareil, ça rappelle un peu le merveilleux technologique des ailes battantes des dirigeables. Donc un avion doté de 8 hélices serait une véritable curiosité de nos jours. Dans les années 30, un hydravion Dornier équipé en fait de 12 hélices, 6 tournant dans un sens et 6 dans un sens opposé. Voilà. Mais donc c'était peu commun à l'époque. Alors, je vais vous montrer une autre image que j'avais faite spécialement pour cette vague. Aussi, voilà. Alors, là maintenant, on va parler de faux mini-avions. Alors, on est en 1929 à Hertfordshire, donc en Angleterre. Et là, c'est 2 enfants qui sont dans un jardin de la propriété familiale. Et les deux enfants jouent dans la maison. Puis là, il y a un bruit de moteur qui se fait entendre et un tout petit avion apparaît venant du verger voisin. C'est un petit aéroplane de type biplan, mais de très petite taille. Il descend, se pose brièvement dans le jardin, manque de peu une poubelle, et se pose brièvement, donc, puis décolle et disparaît. Mais les enfants donc, voient ce petit objet parfaitement distingué, ainsi qu'un minuscule pilote porteur d'un casque d'aviation en peau. Et cet être, après, quand il repart, il a l'air de faire signe de main au témoin. Voilà. Et l'envergure des ailes était estimée entre 30 et 38 cm. Et le pilote à la proportion de l'objet. Donc là, c'est vraiment du mimétisme, mais là, on montre quelque chose de tout petit. C'est des cas assez drôles, hein, parce que le phénomène s'amuse aussi dans l'ironie. En 1965, en Norvège, encore, c'est un faux mini-avion qui est observé. Donc, il est repéré par le témoin à 100 mètres. Et puis on voit un homme qui se tient à la fenêtre de l'avion, puis un bruit de sifflement qui est perçu. Là, il n'y a pas vraiment d'estimation de la taille, mais l'observateur parle d'un avion nain sans gouvernail. Et l'extrémité de la queue de l'avion était arrondie, on va dire. Donc là, c'est des cas assez intéressants. Il y a aussi encore en 1972, un autre mini-avion est remarqué, tout noir, mais avec 2 ailerons et le même bruit de sifflement. Voilà. Et la même année, mais en Suède, de nombreux mini-avions en forme d'aile delta sont apparus près notamment de Överkalix. Un jour même, on a vu 6 de ce genre d'objets qui volaient en formation au-dessus d'un lac à une vitesse incroyable, à environ 600 mètres des témoins. Alors là, on va parler d'un autre cas. Là, maintenant, il s'agit d'une fausse fusée. Parce qu'ils s'amusent à imiter plusieurs choses, alors ils peuvent imiter aussi des fusées. Donc là, j'ai illustré aussi. Alors, une fusée qui aurait 76 hublots. Bon, je ne sais pas comment il a compté, mais... Monsieur donc Kolesnikov, qui se trouve le 15 novembre 1955, donc juste après la grande vague de 54, on est à 21h55, donc entre Wissembourg et Lauterbourg, dans le Bas-Rhin. Et là, l'attention du témoin est attirée par le fait que l'opacité de la nuit fait place à une clarté insolite. Et il voit une sorte de fusée volante. Ça rappelle celle de Montréal, alors Montréal en Ardèche, hein, pas celui de l'Aude.
Montréal, où justement, un des premiers cas qui a été étudié par Eric Zorcher, où il a rencontré d'ailleurs la petite fille du témoin. Et c'est le premier cas en France, en 1930, d'une sorte de fusée, on va dire, de 10 mètres de haut, puis avec plusieurs témoins. Alors là, donc, il y a un halo rougeâtre, et il y a un jaillissement de très lumineux de couleurs variées au travers de 3 rangées de hublots sur la coque. Et là, l'intérieur de la fusée semble inondé d'une lumière semblable à un éclairage électrique. Et là, ces hublots sont répartis par 25, 26 hublots, 76 hublots sur le flanc, qui se présentent à la vue de l'observateur. Il remarque aussi 2 ailerons en forme de demi-croissant arqués vers l'avant, d'où jaillissent de l'arête en 3 points précis, et des arcs lumineux avec des couleurs différentes émis à une cadence précise. Et la luminosité, en fait, se diffuse sur un rayon d'environ 1000 mètres. Et l'engin se déplace donc lentement et en silence à 10 mètres au-dessus des grands chênes et comporte une sorte d'aileron caudal de 10 mètres de long. Donc là, il y a un trait il mesure donc 375 et 400 mètres quand même. Et un trait de feu part au bout de la fusée d'une longueur donc, estimée à 3 fois la longueur de l'engin. Et quand le témoin commence à bouger, 3 sangliers le frôlent. Il fuit, visiblement effrayé, en s'écartant de la trajectoire de l'engin. Et le lendemain, donc, un journal alsacien, en fait, relate qu'il y a eu quand même un survol de l'Alsace et de la Lorraine, donc du nord-est vers l'ouest, par un objet qui avait une vitesse jugée entre 14 500 et 28 000 km/h. Il figurait aussi donc des observations de témoins résidant à Hunspach et Nancy. Il y a d'autres cas comme cela, notamment le 15 mai 1973. Là, nous sommes entre Tosny et Bernières dans l'Eure. Et là, c'est un témoin, en fait, qui aperçoit devant lui une forme plate qui surplombe la route, légèrement au-dessus de la hauteur des arbres. Puis elle devient ovale, lenticulaire, et puis pour se transformer en fait en fusée, avec 2 petits ailerons et un aspect métallique lumineux non éblouissant. Et l'objet, donc en forme de fusée, reste stationnaire. J'avais fait d'autres images de l'engin. Voilà, ici. Et là, de nuit. Alors, maintenant, on va parler d'un autre cas. Alors là, le phénomène s'amuse, puisqu'il s'agit de Mademoiselle CG, qui est infirmière, qui roule en 2 CV donc vers la Chapelaude sur une petite route de campagne près de l'étang de Mort, à Chambérat, dans l'Allier. Et donc ça se passe en avril 1975. Et en traversant une clairière dans un petit bois, les témoins voient surgir en fait devant eux 2 objets venus de nulle part. Et ils évoluent donc horizontalement très vite au ras de la cime des arbres. Alors ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'en fait, eh bien, les infirmières voient ces ordres d'engins qui ressemblent à des fusées, mais comme des seringues, en miroir de leur métier. Alors, c'est vrai que le phénomène s'amuse souvent à mimer le métier du témoin dans l'inconscient collectif. Il puise dans l'inconscient du témoin. Alors. Et la durée donc est très brève de cette scène, hein, quand même. Ça a duré 10 secondes. Voilà, à peu près. 10 secondes. Ouais, ça a duré très très vite. Voilà. Maintenant, un autre cas d'imitation de fusée. Voilà. Donc là, c'est un dessin fait par Joël Ménard, le feu Joël Ménard. C'est la fusée lente, en fait, du 9 septembre 1999 aux planches en montagne, dans le Jura, au lieu dit les Bosses.
Et donc là il s'agit donc d'un témoin qui ouvre le porte de son garage, puis soudain il assiste à environ 150 mètres de lui au passage d'un engin qui rase le sommet des arbres, mais en avançant très très lentement, d'ouest en est, dans un silence déconcertant. Il a la forme d'une sorte d'obus, en fait. Et puis bon, à son arrière se trouve une sorte de faisceau en fait luminescent, tronqué en forme de triangle équilatéral. Et l'observation n'est visible qu'une quinzaine de secondes. Donc parce que la chose après se trouve rapidement cachée par les arbres. Et la longueur de cet obus était environ estimée entre 10 et 11 mètres. Alors ce qui est intéressant, c'est toujours le mimétisme là. Ben là, c'est encore le merveilleux technologique parce qu'une fusée ne va pas si lentement, on peut pas aller si lentement. Un autre cas aussi intéressant, imitation du UFO Concorde. Le 24 septembre 1969, à 20h10, c'est donc M. Camille Breuss, qui est architecte belge de 62 ans à l'époque. Il habite à Zelik, qui est une petite localité en fait, qui se situe à 7 km au nord-ouest de Bruxelles. Et là, ce qu'il décrit, c'est qu'il voit tout d'un coup un objet, il progresse sans le moindre bruit, et émettant une gerbe d'étincelles semblable à celle que produit un feu d'artifice. Il s'immobilise au-dessus de son domicile, situé près de la chaussée, et il voit en fait une sorte d'aile delta qui possède une luminosité trouble, un peu comme des lumières en fait émises par les néons. Et brusquement, il y a un second objet qui surgit et qui est illuminé seulement des deux tiers. Puis il reste stationnaire aussi, quelques minutes, puis disparaît d'un seul coup, comme si, en fait, on éteignait une lumière. Et donc, il est resté à peu près 5 minutes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, cet ovni, en quelque sorte, eh bien, il est en construction à l'époque. Il n'est pas encore construit. D'ailleurs, le premier vol a eu lieu le 3 mars 1969, et c'est un vol de prototype. Donc, est-ce que c'était peut-être un prototype? En tout cas, le phénomène, semble-t-il, s'est bien amusé à imiter, puisqu'il préfigure ce qui va arriver. Souvent, il préfigure des technologies à venir. Voilà. Alors, je passe. On refait un petit dirigeable, puisqu'en fait, d'autres vagues du même type, après 1897, ont été enregistrées en Nouvelle-Zélande et en Angleterre en 1909 et 1913. Quelques cas aussi ont été rapportés en Afrique du Sud en 1913 et encore en Angleterre en 1914. La plupart de ces vagues ont été publiées dans la revue LDLN. Il s'agissait presque toujours de formes oblongues, cigaroïdes, et ces appareils avaient un comportement totalement incompatible avec les vrais dirigeables, puisqu'ils pouvaient voler plus vite, changer rapidement de direction, effectuer des manœuvres audacieuses. Donc il y a eu cette vague-là donc de 1909-1913 donc en Angleterre. En octobre 1908, là c'est un pilote qui voit justement aussi une sorte de vaisseau en forme un peu de saucisse, de ce genre d'airship en quelque sorte. Et donc en 1909, la vague des faux airships, c'était en Angleterre en mars et en mai, voilà, avec quelques incursions au Pays de Galles. Le 10 juin 1931, en Nouvelle-Zélande, là c'est aussi une sorte de dirigeable qui est apparu avec la lumière du soleil qui se reflétait en fait sur l'engin. Alors Joël Ménard a beaucoup travaillé aussi sur cette thématique-là. Et puis quelques cas aussi intéressants pendant la guerre de 1941-45. Là, c'est un engin aussi qui a survolé les lignes de front russes. C'est un appareil énorme, pareil un dirigeable, donc de 100 à 150 mètres. En 1942, du côté allemand, là, il s'agissait aussi d'un énorme objet en forme de cigare qui ressemblait à un zeppelin, mais plus massif. Il ne faisait pas de bruit. Et une vingtaine d'autres soldats l'ont vu.
Mais il s'amuse aussi à imiter des faux ballons Goodyear. En 1962, l'ingénieur Paul Hill, qui a eu l'opportunité aussi d'observer lui-même un faux ballon, puisqu'il s'agit d'un faux ballon Goodyear. En effet, ce nom sur l'objet figurait, mais en lettres plus allongées que sur un vrai ballon de la célèbre firme. L'objet donc était aperçu, n'était pas équipé d'ailerons à l'arrière, mais était muni d'un habitacle sous sa partie inférieure. Et il volait à plus de 160 km/h, ce qui est déjà au-dessus de la capacité d'un vrai dirigeable. Et il précise que 160 km/h, ensuite il a été très très vite après. Donc c'était quand même, partait comme un coup de fil. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est encore, parce que les dirigeables du 197 aussi s'amusaient à ça, à partir très vite d'un coup. En 1967, en Algérie, c'est à Hamagir, où là aussi, il y a une sorte de zeppelin qui apparaît, qui fait comme un dirigeable, mais qui est extrêmement lent, avec des tintements cristallins, en fait. Donc après le lac de 1997, ça continue un petit peu sur plusieurs années. Voilà. Et pour les faux ballons Goodyear, il y en a plusieurs, puisqu'il y en a eu à Santa Ana en Californie, le 2 janvier 1973. Il y en a eu aussi le 10 avril 1973 à Tarzana, dans la vallée de San Fernando, où là, pareil, ils imitent des ballons Goodyear. Le 13 août 1978, dans le Kent, en Angleterre, là, c'est une sorte d'énorme dirigeable gris clair qui passe très bas au-dessus de la chaussée. Voilà. Alors il y a maintenant aussi les faux navires, puisque les faux navires, un peu Robur le Conquérant. Alors je vais vous montrer un dessin. Là. Donc là ça représente, donc c'est l'illustration de Eric Zurcher, c'est l'airship, c'est le Robur le Conquérant. Mais en fait, les faux navires sont très anciens et ils ont une technique en fait qui est empruntée aux bateaux, aux bateaux pièges pendant la guerre. En fait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des voiles multicolores, les voiles sont multicolores, ainsi que leurs coques, des flammes les couronnent souvent pendant la nuit et des trans équipages s'agitent sur le pont. Alors ce qui est intéressant aussi pour les lumières, c'est que les phénomènes ovni actuels ou dans les années 70, il y a des couleurs qui sont indescriptibles pour l'œil humain. Il n'arrive pas à définir la nature des couleurs. Et ça, on le retrouve en 1897, justement, pour les dirigeables. Ce sont des couleurs incroyables, merveilleuses. Et ça, on le retrouve aussi dans ces faux navires. Alors ces fameux vaisseaux fantômes ont des détails avec des coques phosphorescentes, des lueurs donc de la mâture sur le pont des voiliers, et ils sont vus sous des formes diverses. Et donc c'est ça qui est intéressant, puisqu'ils imitent aussi des navires, ils ne s'amusent pas qu'à imiter des avions ou d'autres choses. C'est des navires. Ils sont vus dans le ciel. Non, là c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Ouais. C'est dans l'eau. Il y a eu encore aussi, donc il y a une rareté aussi en Nouvelle-Zélande aussi en 1909. Il y avait un cas de faux bateau volant. Là c'est le 27 juillet aussi, avec il a une sorte de cargo, une excroissance au sommet. Donc là, c'est aussi un cas intéressant. À Copenhague aussi, le 14 décembre 1928, là c'est un voilier de 5 mâts qui existait encore au monde à l'époque, qui se montre, puis disparaît d'un coup. Et en 1968, là c'est dans l'Yonne, c'est un témoin qui voit une sorte de bateau à voile qui traverse le ciel lentement. Malheureusement, les témoins n'ont pas d'appareil photo, mais voilà, en tout cas, les témoins voient ce bateau aérien là qui vole pour le coup dans le ciel. Voilà. C'était où ça? Dans l'Yonne.
dans Lyon. C'était exactement... je n'ai pas la localité. Mais c'était dans Lyon. Voilà. Alors, plus près de nous, pas loin dans l'Aude, le 1er février 1996, à Chalabre, dans l'Aude, et bien là, c'est un témoin qui voit dans le ciel étoilé donc une espèce de bateau avec 2 cheminées. Et le phénomène est très haut dans le ciel, peut-être à 5000 mètres. Et il avait des couleurs assez incroyables, plusieurs couleurs, et un peu comme un sapin de Noël. Et ça rappelle le cas de Campagne-sur-Aude en 1975, qui a étudié justement Eric Zurcher, qui avait rencontré le témoin, où justement eh bien, il y avait une sorte de dirigeable dans l'Aude qui faisait 300 mètres de long. C'est assez incroyable comme ça. Et il y a eu plusieurs témoins. Alors il faut savoir que souvent le phénomène ovni s'amuse des fois à faire un effet dose et à se montrer par exemple à 2-3 personnes ou 4 personnes, un certain nombre, et peuvent faire des apparitions de triangles noirs sur des villes, et 3 personnes vont être convaincues de l'avoir vu, alors que c'est impossible puisque là la ville entière l'aurait vu. Mais le phénomène s'amuse parfois avec 3-4 témoins qui voient la même chose. Voilà. Alors, entre 1831 et 1885, il y a eu 300 apparitions de navires mystérieux qui sont apparus, en fait. Alors, il y a aussi, parce qu'on continue dans les mimétismes, il y a les faux trains. Alors, là, nous sommes à Morez, donc dans le Jura, en 1957. C'est un couple d'instituteurs qui sont sur la route, et puis ils voient une sorte de machine qui est immobile sur la voie ferrée, entre les villages de Tankua et les bûchers d'Aval. Et les fenêtres laissent filtrer une lumière rouge. Et soudain, la chose s'élève lentement au-dessus de la voie pour venir droit sur les témoins et passer en silence à moins de 100 mètres au-dessus d'eux. Et ça a été relaté par le magazine Ouranos, donc, qui est très connu à l'époque, en 1973. Donc l'autorail se soulève dans les airs, il arrête sa progression quelques instants, puis sa forme change, car elle paraît raccourcir pour prendre celle d'un disque, donc métamorphose. Là on est dans les métamorphes, le mimétisme et métamorphose. Cette couleur est donc d'autant d'un rouge plus vif que la lumière qu'il émettait à l'état d'autorail. Et là, des sortes d'ombres bougent sur la surface. Et ça a été enquêté aussi par Jean Tirode, qui est assez connu dans le milieu, puisqu'il a étudié les cas de Evillers, les cas du Doubs, du Sautré, ce genre de mots. J'avais fait une autre illustration pour ce cas. Voilà. C'est assez surprenant, ce sont des cas que je relate quand même qui sont peu connus. Voilà. Alors. Non, là, c'est pas, ils sont pas d'époque. Qui a fait les dessins là? Là, j'ai fait les dessins, enfin, j'ai fait les graphismes. C'est une bande dessinée. Oui, c'est comme une bande dessinée. Alors, là, on va passer à un autre cas. Donc, d'autres cas de faux trains, parce qu'il y en a d'autres. J'ai fait une illustration là. Une sorte de train fantôme, pour le coup. Alors, nous sommes en 1972, à 60 km de Balneria, vers 3h10 du matin. Et là, c'est une file de lumière rectangulaire. C'est un convoi ferroviaire arrêté, mais pas sur la ligne de chemin de fer. Il se trouve sur le côté, absolument, mais il n'y a pas de rail. C'est un endroit où il n'y a pas de rail. Ces lumières sont d'une faible, c'est en Argentine, sont d'une faible couleur orange et semblent appartenir à une structure d'environ 50 mètres de long, dont les contours se fondent dans l'obscurité. Les deux hommes, donc, qui voient ça, réalisent quand même de l'incohérence, puisque un train hors de la voie ferrée, et sans suivi c'est hors de la voie ferrée. Et puis, ils se rappellent d'autres détails, puisqu'ils avaient des fenêtres d'environ 3 mètres de haut sur 70 cm de large, en fait. 56 mètres seulement. Alors, un autre cas de faux train, cette fois vu par des gendarmes. Bon, ils n'avaient pas bu,
C'est pas des faux gendarmes, là, pour le coup. C'est un vrai cas de mimétisme. Alors, nous sommes dans la nuit du 30 au 31 mars 1993. Deux gendarmes, donc c'est M. R et D, patrouillent sur la commune de Saint-Clair-du-Rhône, en Isère. Et donc, il est 2h30. Et quand leur voiture sort de l'agglomération vers le sud pour emprunter la D4, les deux hommes, en fait, aperçoivent soudain en plein ciel ce qu'ils croient d'abord être un avion, gros porteur, en détresse, sur le point de s'écraser. Il a un puissant projecteur, ça revient, les projecteurs, et la descente s'effectue sur un angle prononcé à une vitesse pareille à celle d'un avion à réaction en phase d'atterrissage. Et les gendarmes se disent il va s'écraser, quoi. Et puis tout d'un coup, l'engin opère un redressement suivi d'un très brutal ralentissement. Il passe à la verticale et il n'a ni aile, ni empennage, ni gouvernail de profondeur. En fait, il ressemble beaucoup plus à un TGV qu'à un avion. Un TGV volant, plus ou moins. Et la voiture des témoins se rapproche à 50 mètres de la chose. Sa structure générale paraît cylindrique, surmontée d'une excroissance profilée. La longueur de ce faux TGV était estimée entre 40 et 50 mètres et sa hauteur un diamètre de 6 à 8 mètres. Et sur le tir arrière, en fait, il y avait 4 à 6 hublots rectangulaires éclairés. Et cet engin est totalement silencieux, ce qui est anachronique. Et puis sous la partie avant, il y avait des émissions de vapeur qui sont remarquées. Un puissant phare blanc rayonne dans le sens de la marche. Et là, ça rappelle encore le fameux dirigeable. Quand une autre automobile arrive sur la D4, le phénomène s'évanouit comme s'il se dématérialisait. Une extinction, ils disent. Alors l'enquêteur fait remarquer qu'il y a une centrale nucléaire de l'EDF qui se trouve à environ 2 km à vol d'oiseau du lieu de l'observation. Alors souvent, c'est vrai qu'on connaît toute la vague des Drovny de 2015, et puis une vague plus récente, mais celle de Drovny de 2015, en fait, qui s'était intéressée aux centrales nucléaires. On avait vu toute une phase de... Voilà. Il y a aussi des fausses voitures qui sont vues dans diverses régions. Par exemple, à Cotswold Hills, dans le Gloucestershire, donc en Angleterre, c'est en janvier 1965, où le témoin, en fait, voit une sorte d'engin, en fait, sans phare, qui n'avait ni fenêtre sur le côté, ni à l'arrière, et qui n'avait donc pas de plaque d'immatriculation, et 2 lumières éclatantes vertes sur le toit. Il y a plusieurs cas comme cela, de fausses voitures aussi, donc assez intéressants, des fausses Cadillacs. Voilà. Il y a plusieurs cas ainsi. Alors là, le 21 mars 1969, donc 6 témoins d'Evillers dans le Doubs, donc c'est là la région de Gentilrode, ont vu un important bâtiment comme une ferme qui semble être la proie des flammes. Et en fait, il est de forme rectangulaire, avec 4 ou 5 fenêtres au rez-de-chaussée et le même nombre au premier étage. Les témoins réalisent soudain qu'il n'y avait aucune construction visible qui n'est censée exister à cet endroit. Et la fausse ferme, en fait, c'est comme ça se représente une ferme, eh bien, se met à bouger en rasant le sol très lentement à une certaine distance. Puis elle disparaît derrière une maison et ne reparaît pas derrière. Donc là, là, c'est pas des farmers, mais c'est des fermiers qui voient des fausses fermes. Là, il y aura d'autres cas. Alors, nous sommes le 5 novembre 1990. Bon, c'est assez connu puisqu'il y a cette vague belge du novembre 90. Mais là, il y a quelque chose en France qui apparaît. Eh bien, c'est un cas de bâtiment volant qui est signalé. Et là, il s'agit de William Chiera. Et se trouve à Saint-Quentin en Yvelines. Et là, il voit ce HLM volant, taille estimée 100 mètres de long et 20 mètres de large. Et sur sa surface visible se trouvent 2 rangées de fenêtres de forme rectangulaire, du moins ce qui ressemble. Et puis 2 traînées blanches sont visibles à l'une des extrémités. C'est un mot du témoin, ça, HLM. C'est un
Alors je ne sais pas si c'est un mauvais témoin, mais en tout cas, oui, il le décrit un peu comme cela. Oui. Oui. D'ailleurs, c'est Joël Ménard qui relate aussi ce cas. Donc, gage de sérieux, Joël Ménard. Là, un autre cas du même acabit. Là, il s'agit, on est à Saint-Louis, Missouri, donc en janvier 2000. Et là, c'est 4 témoins qui remarquent un objet céleste comme une sorte de construction moderne, un type d'immeuble en quelque sorte, donc qui apparaît. Voilà. Le témoin. Bon, il y a d'autres cas aussi, là je reviens en arrière, mais en 1935, des cas de zeppelin, par exemple au Maroc, où c'est pas un zeppelin qui est vu, c'est 4, puis 10, puis 20 engins exactement de même forme et de même dimension. Voilà, donc là, ils s'amusent à faire de la multiplication des zeppelins. Alors, voilà. Alors, comme nous sommes proches de Noël, je vais vous faire aussi un cas de Noël. Et oui. Voilà, une sorte de toupie volante. Alors là, nous sommes donc le 19 décembre 1998 à Stra. Et c'est Giuseppe Isanelli, donc qui est chauffeur routier de profession, qui est chez lui. Donc c'est dans la province de Venise. Et donc ce soir-là, il y a un épais brouillard qui recouvre la région. Il a fallu arrêter les. Et puis tout d'un coup, il entend un grand bruit qui va crescendo, comme s'il y avait un tremblement de terre. Alors il va voir, et puis là il voit une sorte de feu à quelques mètres d'envergure, qui s'avéra en fait une sorte de... Il est décrit un peu comme un missile, mais en même temps une sorte de clash, une sorte de cloche. Et puis bon, sort un train d'atterrissage constitué de supports minces et chromés, terminé par des extrémités de type sphérique et blanchâtre. Et au moment où l'engin touche le sol, il entend un impact sourd qui prouve sa masse. Donc observé à 200 mètres de distance, il paraît au moins avoir 8 mètres de hauteur et un diamètre de 8 à 9 mètres à la base. Il dit que c'était un monstre. Mais aussi ça ressemblait pour lui justement à une sorte de sapin de Noël. Il est décrit comme ça. Il est à 20 mètres de l'objet, puis il se rapproche, et puis il voit donc l'engin qui a une flamme de 1,50 m de hauteur, bleue et rouge, et l'OVNI est constitué donc de 3 bandes horizontales, puis de nouveau blanches. Dans ses parties centrales et supérieures, en fait, il y a de nombreuses petites lucarnes de toutes les couleurs, encore une fois, c'est des couleurs merveilleuses, qui éclairent donc la surface avec une lumière blanche, qui éclaire donc dans un rayon de 70 mètres. Il y a également une antenne d'une longueur d'1 mètre au sommet. Ça fait un peu le sapin avec l'étoile. Voilà. Le miroir du moment. Donc il y avait une petite porte carrée de 80 cm de hauteur. Et soudain, il voit la porte s'ouvrir avec un petit escalier qui s'abaisse. On lui fait ce dessin. Et la porte bascule avec une première marche. Et le témoin s'avance encore un peu plus près. Et là, il voit sortir un petit être de 1,20 m, suivi d'un second en tout point identique. Et ils endossent une combinaison large et bouffante de couleurs cendre assez claire. Et les deux êtres, en fait, portent une sorte de masque à la hauteur des yeux, une ouverture rectangulaire de petite taille qui ne permettait pas de voir le visage. Et ce masque était relié à une sorte de combinaison, donc par un tissu plus souple, et une fermeture brillante comme de l'or. Et au niveau de la bouche étaient percés des petits trous disposés en cercle, et donc à l'endroit aussi du nez. Et le sommet du casque était orné d'une demi-bille de couleur rouge qui, justement, portait une antenne. Et il y a deux tuyaux lisses qui partent vers l'arrière, mais semblent être reliés sans être reliés à un quelconque système. C'est aussi les combinaisons d'une pièce. Hein. Ça, c'est souvent ce que le cas dans les ufonautes sont habillés, comme s'ils étaient habillés comme ça, ils ne se changeaient jamais, quoi. Il n'y a pas de couture, il n'y a rien, quoi. Alors les mains étaient couvertes de gros gants, munis de doigts, reliés par le même genre de fermeture, articulée et dorée. Il en est de même pour les chaussures.
Et puis les deux êtres, ils marchent comme dans un film au ralenti, sans plier les genoux. Il y avait un silence impressionnant, donc là on est dans le genre d'effet dose. Et puis le témoin puis entendre une sorte de conversation avec des sons gutturaux de basse tonalité, mais qui ne formaient pas des mots complets. Et ce manège en fait dure au moins 10 minutes, ça lui paraît quand même très long, et puis ils font lentement le tour de l'engin, sans s'en éloigner de plus de 2 mètres. Et puis l'un des êtres en fait tomber une poudre d'un sachet qu'il avait extrait de sa combinaison. Et puis après, les deux êtres remontent dans l'engin, gravissent l'escalier, se courbent fortement pour entrer dans la trop petite porte qui se referme. Ils ont un peu de mal quand même, c'est un peu comique. Quand même. Et il était près de minuit, puis l'engin était sur le départ. Le grondement, d'abord faible, devient assourdissant et l'OVNI s'élève dans les airs. Alors, le lendemain, il va sur les lieux, puis il découvre un cercle de près de 7 mètres de diamètre où l'herbe était brûlée. C'est l'époque où, encore, on peut voir des traces au sol. Et puis, il y a quand même 3 taux d'atterrissage, espèce de 4,30 mètres, et enfoncé dans le sol. Et le sol paraît gelé, à une profondeur de 15 cm. Ça rappelle le rang sol aussi. Le diamètre était de 20 cm, et puis on voit cette poudre, justement, cette fameuse poudre sombre, est constituée de petits morceaux carrés et rectangulaires. Il y en avait d'autres, de couleur ambrée, et là où le sol avait été brûlé par la flamme. Alors il y a une enquête, et puis on fait une expertise, et puis on se rend compte que ces mystérieux morceaux, eh bien ils brûlent, et ils dégagent une très haute flamme en fait. On les fait expertiser, et on découvre que les lieux donc, ont été exposés à un fort rayonnement électromagnétique qui aurait surchauffé le sol à plus de 500 degrés. Et donc les échantillons vitreux, au fond des trous, étaient de simples cristaux de roche. On arrive souvent les artefacts retrouvés, ils ressemblent exactement, on pourrait les expliquer en fait. Mais bon, ils sont quand même là. Cette substance donc reste quand même un mystère. Alors ce qui est intéressant dans ce cas, c'est justement l'idée du mimétisme, bien que c'est pas la période de Noël, et justement le témoin voit une sorte d'engin qui ressemble à un sapin, bon grossier. Voilà. C'est la période de Noël. Oui, c'est ça. Alors. Bon, j'avais fait d'autres versions aussi. Voilà. Voilà. Là aussi. Et puis il y a aussi cette version-là. C'est que j'ai faite pour l'occasion. Voilà. Alors, maintenant, on va chercher un autre cas. Alors là, il s'agit, nous sommes le 28 juin 1953, à Molfetta, à Pouille, en Italie. Là, il est 19h. Et donc, c'est une personne donc, qui se trouve dans les environs de Pulo. Et là, il y a un énorme gouffre d'origine préhistorique à cet endroit-là. Et là, il observe un petit objet lumineux qui descend rapidement vers le sol. Soudain, l'appareil stoppe net à une 50aine de mètres au-dessus de la cavité, avant de descendre tout simplement, tout doucement, jusqu'à 2 mètres du fond. Et l'OVNI donc, avait une forme de chapeau de prêtre, pendant que sa luminosité allait en diminuant. Et le témoin voit sortir du dessous 2 créatures d'apparence humanoïde, une de 1,50 m et l'autre plus petite de 1,40 m, habillées d'une combinaison verdâtre avec une ceinture de couleur or, avec une sorte de lampe qui émet une lumière comparable à celle qu'utilisent les mineurs. Donc là, le phénomène s'amuse à imiter dans l'archétype des mineurs. Et d'ailleurs, leurs bottines paraissent phosphorescentes, ils portent des casques qui empêchent de distinguer leur visage. Les deux êtres, malgré le terrain fort accidenté, commencent à recueillir des échantillons minéraux qu'ils portent dans l'appareil. À la ravalant de sol, ils s'amusent à prendre des végétaux ou des lavandes, mais là, c'est des minéraux, en fonction du miroir du témoin.
Pendant ce temps, le témoin qui observe le manège entend également des sons aigus qui semblaient provenir du dôme. Et arrivé à ce stade, le témoin se rappelle seulement avoir un fort mal de tête. Et puis, ensuite, eh bien, les créatures émergent d'une caverne et puis rentrent dans le disque volant. Et puis, quelques instants plus tard, celui-ci prend son envol vers le ciel avant de disparaître à une vitesse stupéfiante. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que ces entités, donc, imiment l'activité des mineurs, des lampes fixes à l'appui, 2 éclairages placés sur la poitrine, la ceinture ou les mains fréquemment observées, et la prospection, en fait, ou la collecte d'échantillons végétaux, constitue donc une des grandes occupations de mise en scène par le phénomène. Et c'est un peu pour ça que j'ai rigolé parler de système de contrôle. En fait, ils s'amusent à faire toute une mythologie autour de leur apparition. Et il y a un missing time, parce que le témoin perd connaissance, plus ou moins. Les 2 êtres de taille dissemblable ont été observés plusieurs fois. Voilà. Donc il y a une sorte de symbolisme dans ce cas. Alors, on va passer à un autre cas. Pareil, j'ai fait une illustration. Alors nous sommes le 13 mai 1980 dans la province de Liège, en Belgique. Il est 10 heures. Le témoin exploite en compagnie de 2 ouvriers et de sa femme flamande une champignonnière située non loin du canal Albert. Et l'endroit se trouve en limite d'une ligne de défense militaire conduite avant la Seconde Guerre mondiale. Et ce jour-là, le témoin est occupé à la préparation d'une commande et sort d'un tunnel qui s'enfonce à l'intérieur de l'exploitation. Alors cet espace est clôturé de hauts murs, fermé par un portail métallique. Et au moment où il aborde la cour intérieure, le témoin se trouve en présence d'un objet circulaire de 5,20 m de diamètre et 3 mètres de hauteur posé au sol. Cet engin est métallique, donc de couleur ocre, avec la forme d'un dôme posé sur un parallélépipède, ou encore d'une sorte de casse-anglais, mais aussi d'une sorte de champignon aplati. Voilà. Et par ailleurs, donc, l'engin n'est pas sur le sol, mais il flotte à 50 cm au-dessus. Il émet donc un léger sifflement, et puis qui se mêle à celui des 2 grands ventilateurs qui brassent donc l'air en fait du tunnel, l'air de l'entrée du tunnel. Et donc il n'y a pas de hublot ni d'ouverture, et bientôt il y a la silhouette d'un petit être qui émerge du sommet, sans doute d'une trappe, où il descend l'escalier, immédiatement suivi d'un second personnage. Et l'entité voit le témoin et finit par lui demander en français. Bon, il y a quelques cas comme ça rappelle un autre cas où le cas c'est il demande où il est, s'il est en Russie ou à Raon-l'Étape en 1954. Et là en français il dit mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est anachronique. Et le témoin lui répond on cultive des champignons ici. Et les humanoïdes en fait sont de corpulence normale et leur aspect est humain, mais leur taille ne dépasse pas 1,50 m. Et donc là, ils sont vêtus en fait de salopettes militaires, avec un casque simple comme les aviateurs, mais sans visière. Et toujours en français, le second personnage demande alors « Est-ce que je pourrais en avoir ?» Des champignons, pour le coup. « Certainement, je vais vous en chercher. » Ils disent. Ils retournent dans le tunnel, suivis des 2 entités, et échangent des propos dans leur langue. Ils échangent des propos incompréhensibles entre eux. Et là, le témoin retient une barquette prête à l'expédition, et l'entité lui dit « Non, seulement un. » Alors d'accord, il lui donne un seul champignon. Et après, ils s'en vont. Il y a ce même genre de cas aussi. Oui, il y a un cas comme ça à Newark, dans la province de New York,
où justement deux petits êtres lui demandent aussi un sac de blé, par exemple, et en échange, il lui demande oui, vous faites comment pour les techniques agricoles, ça nous intéresse, on ne peut pas venir tout le temps, enfin, tout un laïus dans ce genre-là. Voilà, donc ça c'est un cas assez drôle, hein, je vais signaler. Où il y a interaction avec le témoin. Voilà. Alors, là, autre cas. Alors là, nous sommes le 5 juin 1983, donc à Varzy, à Pavie, en Lombardie. Et donc il est tôt le matin. Et là, le témoin, en fait, voit une sorte d'engin. Et ce qui est intéressant, c'est que l'agriculteur qui voit cet engin, il le décrit ayant des merveilleuses couleurs. Et donc ça, c'est intéressant, parce que ça rappelle justement encore ces couleurs particulières. Et puis, il y a une sorte de qualité polymorphe, parce que l'engin, il s'est livré donc, à une manifestation en fait, ostentatoire. Et donc c'est ça qui est intéressant dans ce cas, c'est les fameuses couleurs, et ça rappelle un peu l'hyperphysique des ovnis de Philippe Guillemant et Eric Zurcher, puisqu'on n'arrive pas à décrire, on est dans une sorte d'hyperphysique, puisqu'on n'arrive pas à décrire ces couleurs. Alors, il y avait justement une autre image pour décrire le cas. Je l'ai ici. Voilà. Ici, donc c'était ces sortes de petits êtres. Voilà. Ici aussi un autre cas, c'est Angel Home, donc à Scanie en Suède, donc là c'est le 18 mai 1946. Donc c'est un gros cas, un des premiers cas, donc on va dire d'Europe aussi assez important, avec toujours ce phénomène de couleurs particulières, des couleurs difficilement, le témoin a du mal à les décrire, mais il parle de merveilleuses couleurs en fait. Là, un autre cas. Là, des êtres très particuliers. Nous sommes dans la forêt de Oia-Baciu, en Roumanie, le 20 juillet 1968. Et cette forêt est connue parce qu'elle est hantée. Donc elle est assez connue pour cela, sauf qu'il y a aussi du phénomène ovni. Et ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'il y a une sorte de mimétisme, puisqu'en fait, il semble avoir une sorte d'appareillage sur le dos qui est en mimétisme du procédé surface air Fulton. Donc c'est l'extraction rapide d'un individu sur zone. Et donc les personnes les pilotes qui ont ce genre de choses sont équipés d'un harnais, d'un câble à l'aide d'un ballon gonflé à l'hélium. Et donc là, en fait, le phénomène s'amuse à imiter justement ce genre de capacité mimétique. Et c'est une habitude, hein, voilà, pour le phénomène. Alors, c'est aussi un autre cas. Là. Ici, c'est le cas donc de Abiyat Guadzone en 1950. Et ce cas est intéressant puisque le témoin est sidérurgiste, il est chez lui, il entend du bruit, il sort dehors, il voit une sorte d'étincelles dehors, et il se dit c'est pour moi, ça doit être pour moi, je sais le faire. Parce qu'il y a eu un violent orage, donc en Italie, en Lombardie. Et il se précipite pour aller voir ce qui se passe, et puis là, il tombe sur cet engin,
avec un être, donc, 24 avril 1950, qui est en train de faire de la sidérurgie. Puis après, il reçoit un coup de... Alors ça, c'est ce genre de... Ici, là, d'appareil photo. Et comme Angel Home est assez courant des années 50, puisque, justement, après, il est paralysé. Et on voit, comme dans tous ces cas des années 50, ces fameux gros boutons, le merveilleux technologique, les escaliers, les gros boutons, les anomètres, et ce genre de choses. Donc là, on a encore mimétisme du métier du témoin. Alors, un autre cas aussi. Là, c'est le cas de Lisetta à Tripoli en Libye, octobre 54. Là, le témoin voit ces êtres-là, donc ça rassemble avec l'OVNI. L'OVNI d'Alan Sol ressemblait à une dauphine. Et bien là, ça ressemble à une Isetta. C'était un prototype des années 50, italien, qui reposait sur 3 roues. Et là, le phénomène s'amuse à imiter ça. Puis surtout qu'un des occupants, il sort pour remettre la roue en place. Voilà. Il y a un peu mimétisme. On fait semblant, on fait des réparations. Ceux du dirigeable de 1897 faisaient la même chose. Hein. On fait des fausses réparations, on ignore le témoin. Alors, et quand le témoin, on le voit, on fait mine, on l'a vu, vite, on va rentrer, on s'en va, quoi. Et surtout que là, ils ont des sortes d'éthylotest. Et ce qui est intéressant, l'éthylotest est inventé par Borkenstein, mais après, bien après, en 54, mais après octobre 54. Donc là, c'est intéressant parce que le phénomène semble préfigurer l'éthylotest. Là, il semble préfigurer des inventions à venir. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans... Comment c'est identifié? Vous connaissez le témoin? Comment? Tylotest, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le témoin, il sait ce que c'est, lui? Est-ce que c'est pas Non, mais après, plus tard, il comprend, ah mais c'est ça que j'ai vu. Et pareil pour Abiyat Wadzone, les témoins avaient l'air de cosmonautes, enfin ceux de la sidérurgie, les sidérurgistes là, ils avaient l'air de cosmonautes, et puis ils avaient l'air de marcher comme ce qu'il avait en 69. Il dit, ah mais c'est exactement ça que j'ai vu. C'est comme si le phénomène semblait s'amuser aussi à préfigurer des choses à venir en fait. Est-ce qu'on a des témoignages d'inventeurs qui nous disent j'ai inventé ça par inspiration? Actuellement, là, j'en connais pas comme ça. Le dossier Roswell, Ah ben, les faux crashs aussi, peut-être que... Non. Le phénomène aussi peut s'amuser à faire des faux crashs, c'est-à-dire à créer aussi un crash. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une erreur, ça peut être très bien. Le phénomène peut très bien vouloir faire une sorte de scénario monté de crash. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans justement, on va dire l'effet vitrine, c'est que en fait, toute l'activité au sol de ces engins ne serait peut-être pas un gigantesque effet vitrine dissimulé derrière des prétextes. Et il y a une sorte d'ostentation. Parce que plusieurs témoins se trouvent toujours là. Si le témoin n'était pas là, le phénomène ne serait pas là. Il se montre au témoin. Il est là pour se montrer, en fait. C'est ça il y a toujours ce processus donc, ostentatoire. Et puis cette dimension spéculaire, la dimension miroir, et là je rends hommage justement aux travaux bien sûr de Eric Zorchor, Jean-Jacques Jaillat, Philippe Solal, donc qui a sorti, mon ami Philippe Solal qui a sorti Au-delà du miroir, les travaux de Pierre Viroudy, Jacques Vallée bien sûr, également Laurent Kasprovic. C'est toute cette thématique-là, on est quelques chercheurs à travailler sur ces sujets-là, Johan Lamant aussi, et Franck Ferrandis, sur cette thématique du phénomène miroir. Voilà. Et donc c'est quand même un domaine qui est peu connu en ufologie, qui a été d'ailleurs très très débattu dans les années 70 pour finalement arriver à un point maintenant où on commence à l'accepter.
Mais pendant très longtemps, on avait beaucoup de mal à l'accepter. Et puis on s'aperçoit aussi que, en fait, toutes ces activités reflètent en fait l'activité humaine et symboliquement une relation avec elle, d'où l'effet miroir. Puisqu'en fait, il y a une dimension voilée du phénomène. Parce que tout le temps sont mimées les activités des paysans, les laboureurs, les cueilleurs, les ouvriers, les travailleurs divers, les aviateurs, les extraterrestres en panne. Il n'y a pas d'OVNI en panne, hein, c'est juste un scénario. Et même des touristes. Et l'activité en fait spéculaire ne s'arrête pas uniquement là, puisque en fait elle reflète aussi les comportements collectifs. Donc c'est ça le Jung, l'inconscient collectif. Un état d'esprit personnel, le métier du témoin, et jusqu'à des réalités en fait matérielles communes comme des voitures, des hélicoptères, des dirigeables, des trains, des avions. Et cette opération en fait du mimétisme. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que cette intelligence, hein, peut-être ce système de contrôle dont parlait Jacques Vallée, nous répète invariablement la même histoire. Il se joue de la physique, des croyances matérialistes, qui ne cessent de brocarder. Il s'en amuse même. Il va contre le vent, il va contre la physique, et avec surtout une forme d'ironie, puisqu'elle est prononcée, elle nous dit que la technologie dont nous sommes si fiers, en fait, n'est rien, puisque eux, ils la déforment complètement, ils en font ce qu'ils veulent. Et la matière est malléable, en fait, parce qu'ils arrivent à se transformer et à avoir du mimétisme. Et en fait, la réalité est différente, c'est pour ça qu'on parle d'hyperphysique, de ce que vous imaginez. C'est ce qu'ils veulent dire, en fait. La preuve, c'est qu'ils peuvent vous montrer n'importe quoi. C'est un peu comme Mime et Merlin. Ils se montrent comme ils veulent. Et en plus intéressant, le phénomène, donc, de toute évidence, a accès à des pans entiers, en fait, de la tradition humaine. Puisque, en fait, les éléments culturels peuvent appartenir à n'importe quel peuple de la Terre, puisqu'ils s'adaptent souvent aux témoins. Le cas d'Émile Saint, par exemple, en 1975, un Polonais, qui voit des entités qui recueillent, en fait, des stalactites noires. Puis ça a l'air très bon, ils ont l'air d'aimer ça, hein. Puis ils en proposent même aux témoins. Le témoin n'en veut pas. Sauf que dans l'inconscient, dans le folklore de la Pologne, on retrouve des démons ou des entités qui ont ce genre de stalactites noires. Sauf que le témoin, il n'a pas connaissance de ça. Donc il puise souvent dans l'inconscient. Pareil, beaucoup de contactés, soit peut-être vrai ou non, des années 70, même des années 50, pardon, sont contactés par des êtres qui ont des noms assyro-babyloniens, alors que certains témoins n'ont pas du tout de connaissance de la mythologie assyro-babylonienne. Et là, on voit Ashtar, tout ce genre de choses qui viennent des lignées de Baal et des lignées de Cham aussi. Donc ça aussi, c'est intéressant. Après, à savoir si les témoins ont vraiment vu quelque chose. Mais ce qui est curieux, c'est que la mythologie revient tout le temps. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que toute cette particularité trouve sa source en fait dans, on va dire, les légendes humaines et qui perdurent depuis très longtemps. Par exemple, justement, en Extrême-Orient, dans le folklore chinois, certains êtres, justement, se nourrissent dans les grottes exclusivement du lait de terre, c'est-à-dire des sortes de stalactites, justement. Et les humanoïdes, justement, d'Émile Saint, ils possédaient aussi un faciès asiatique. Donc, en fait, le phénomène s'amuse à faire du surréalisme. Donc le surréalisme magique, cher à justement Powell et Bergier dans Le Matin des magiciens. Mais là, c'est plutôt les magiciens du crépuscule, parfois.
Et donc le phénomène puise dans la culture humaine des éléments constitutifs, en fait, eh bien, d'une mise en scène avec une représentation donc, surréaliste. Donc la nature intrusive du phénomène est évidente puisqu'elle constitue le pendant de l'illusivité. Il y a l'ostentation et l'illusivité. Elle se cache, elle se montre. Et donc dans les manifestations rapprochées, le phénomène fait preuve d'ostentation voilée. Et l'effet vitrine, en fait, il paraît irréfutable puisque systématique. Le phénomène s'exhibe, donc il pourrait nous montrer quelque chose, mais en fait il se cache. Ça rappelle aussi justement le miroir reflète, mais il ne reflète pas. Le miroir reflète, mais on n'arrive pas il nous reflète nous-mêmes, il ne se reflète pas lui-même. On n'arrive pas à voir ce que c'est, ce miroir. Quelle est sa véritable nature. Voilà, sur une conclusion, donc cette dimension miroir du phénomène ovni, c'est quelque chose qui commence à émerger actuellement. Et donc on est quelques chercheurs, comme je vous ai dit, à travailler sur ces thématiques-là. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler ce soir. Voilà pour ma conférence. Voilà, j'ai fini sur cette conclusion-là. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions. Vous ne parlez jamais d'enquêtes réalisées après révélation des apparitions. D'enquête, c'est-à-dire D'enquête de gendarmerie, de mesures de radioactivité, d'enquête. Si, j'en ai parlé un petit peu des traces au sol. Un cas, mais un cas sur une centaine. Oui, alors, alors justement, dans les années 50, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de cas d'urnes et des cas de traces au sol. Maintenant, à partir des années 70, le phénomène semble se dématérialiser, surtout actuellement, à l'image de l'actualité, on est dans l'ère de la dématérialisation. Donc il n'y a plus de traces au sol. Il n'y en a quasiment plus. C'est pour ça aussi. Mais après, dans les années 50, il y a énormément de cas, effectivement, surtout la vague 70-54, énormément de cas de traces au sol, effectivement. Oui, mais en dehors des traces, il n'y a pas d'enquête de gendarmerie, certaines, si, mais là, sur ces cas-là... Sur ces cas-là, il y a eu des enquêtes, mais après, c'est parfois compliqué pour les témoins de parler aussi. Ils en ont parlé après, et ils n'osaient peut-être pas en parler. Ils en ont parlé à des enquêteurs, mais ils n'ont peut-être pas forcément eu envie de en parler à la gendarmerie. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Alors, j'ai entendu que les témoins ont constaté qu'il y avait des agissements qui étaient des simulacres d'action. Déjà, comment ils ont vu que c'était un simulacre d'action? Par exemple, si je reprends l'image ici, la roue crevée, par exemple. Changement de roue. Ouais. Changement de roue. Comment ils ont deviné que c'était juste un simulacre, que la roue n'était pas réellement crevée? Et pourquoi ces simulacres vous avez dit que c'était pour attirer l'attention dans un but ostentatoire, développer ça? Justement, c'est ça le souci justement, c'est ça le souci, c'est qu'on ne connaît pas véritablement on connaît leurs agissements, mais on ne connaît pas leurs intentions. En tout cas, c'est souvent ironique par rapport, comme je dis, au métier ou à l'environnement du témoin. C'est en accord souvent avec sa culture. Et là, dans la culture, dans ce cas-là, en Italie, les États étaient courantes. Donc ça ressemblait à une Isetta. Ça ressemblait à une Isetta. C'était un prototype italien. Voilà. Donc ça a un lien avec le métier, la sensibilité du témoin. C'est ça. Mais pas toujours, quand même. Non, pas toujours. Ce n'est pas systématique. Mais là, j'ai ciblé certains cas qui sont dans cet ordre-là. Et finalement, quand on analyse de plus en plus les cas, voilà, c'est aussi cette vague de 1946, où en Suède, ben, en fait, là,
les sortes de fusées ressemblent à des V2. Et là, on est dans la peur du moment. La peur du moment, enfin, juste un an après, les V2 faisaient peur. Et donc, en Suède, il y a une centaine de cas, des centaines de crashs d'urien. 1946. Qu'est-ce qui fait penser à un phénomène plutôt qu'à l'imagination du témoin? Mais en fait, voilà, on peut parler aussi des totems psychosociologiques. Hein. C'est qu'en fait, le phénomène, il semble puiser dans notre inconscient. Mais si on va plus loin, ça c'était l'hypothèse de Jacques Vallée des années 70, hein, plus maintenant, eh bien, peut-être que certaines visions peuvent être provoquées par le témoin. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, on ne connaît pas les capacités de notre cerveau. Il pourrait très bien créer un phénomène. Bon, là, c'est dans l'extrême. Hein. Mais ça peut être dans les deux sens, venir voir, en fait. Mais vous placez tout ça dans l'ufologie, mais ça pourrait être placé dans quelque chose de plus général. Bien sûr, c'est plus général. Si je peux me prendre quelques minutes pour raconter ce que j'ai lu, vous m'accordez ces Oui, bien quelques sûr. minutes. Dans un journal qui s'appelait Illustration, qui était donc un journal qui était juste du début du XXe siècle, vers 1900 et quelques. Je suis tombée sur cet entrée filet il y a peut-être 30 ans, 40 ans, je ne m'intéressais pas du tout à l'ufologie à ce moment-là. C'est la police qui rapporte le témoignage de quelqu'un qui vient au poste de police pour raconter ce qui lui arrive. C'est un homme qui promène son chien dans un quartier de Paris, je crois, et puis il tombe sur quelqu'un avec qui il commence une conversation, et de fil en aiguille, ils sont amenés à parler de sujets très importants, philosophiques, religieux, et donc ils discutent, il est vers autour de minuit, et la personne lui dit, si vous voulez, nous pouvons continuer cette conversation chez moi. J'ai quelques amis qui m'attendent dans un petit studio. Est-ce que vous voulez venir? Alors il dit OK. Et il se rend avec cet homme dans le petit studio, au dernier étage, une chambre de bonne au dernier étage d'un immeuble. Ils discutent pendant 4-5 heures. Et vers 5 heures du matin, bon, il est complètement crevé. La discussion a été passionnante. Il était avec en fait 4 autres personnes. Et cette personne, le témoin donc, dit au revoir à ces personnes et puis rentre chez lui. Au petit matin, il s'aperçoit qu'il a oublié son portefeuille là-bas. Donc il y retourne, il tape au carreau du gardien, parce qu'on ne peut pas rentrer dans cet immeuble facilement, et il dit, voilà, je voudrais aller au dernier étage de cet immeuble récupérer mon portefeuille chez des gens qui habitent là. Et le gardien lui dit, ah non monsieur, c'est impossible, parce qu'il n'y a personne là. C'est inhabité depuis des années. Alors le témoin s'énerve. Il dit, mais si, j'y étais hier soir, je veux absolument récupérer un portefeuille. Le gardien refuse d'ouvrir la porte. Il va à la police et il revient avec 2 gendarmes. Devant les gendarmes, le gardien ouvre la porte. Il monte au dernier étage, il force la porte. Et là où cet homme avait passé une soirée en compagnie de 4 autres personnes, il se retrouve devant une pièce où tous les meubles sont couverts de linge, avec des toiles d'araignée partout. Rien n'a été touché manifestement dans cette salle, dans cette pièce depuis des années, mais sur la table basse, Son portefeuille. il retrouve son portefeuille. Donc c'est pour dire que ça ne se passe pas toujours dans la tête du bonheur. Il s'est bien passé quelque chose, il a été là. Alors c'est pas de l'ufologie, mais c'est quand même du métier. Oui. Des apparitions, des interactions. Puis alors là, c'est 4 heures de conversation passionnante. C'est pour ça que l'ufologie a explosé dans les années 70 avec les purs rationalistes. Et puis justement, toutes les théories de Pierre Biroudi, d'Éric Zurcher, de Jacques Vallée, puisque ça faisait exploser l'ufologie, et donc ça a créé même des dissensions, même des bagarres. Hein. Il y a eu des... C'était... Voilà. Parce que justement, ces chercheurs-là mettaient en avant le fait qu'il ne faut pas oublier que le phénomène peut aussi être très proche du surnaturel classique. Et ça, beaucoup le refusaient parce qu'ils n'allaient pas être pris au sérieux, en fait.
Mais c'est surnaturel, c'est au-delà de la nature en fait. Oui, oui, oui. Mais c'est- dans l'ufologie, avant 70, Ah oui. il ne fallait surtout pas parler d'esprit ou de ce genre de choses. On était sur le dur, justement. Il faut des preuves. On est déjà suffisamment radicalisé. Il nous faut du dur, quoi. Voilà. Ah, je sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a plus de questions, merci à Mike. Merci Hugues. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Merci à tous.